Chapitre 8. En plein cœur. Partie 1. Maman! Maman! Quand Vera refit surface, la première chose qu'elle sentit fut le contact râpeux et humide de la langue d'Albert qui lui léchait le visage. Elle entr'ouvrit les yeux et aperçut la tête du petit Ravluc penché au-dessus d'elle, ainsi que 2 taches obscures et floues qu'elle identifia immédiatement. « Elle se réveille !» souffla la voix soulagée de Daisy. « Maman, tu m'entends ?» Vera cligna des yeux, étourdie. Elle avait la nausée. Sa main droite était engourdie. La douleur se réveillait dans ses côtes, dans son coude, autour de son cou. Avec délicatesse, Fergus l'aida à se redresser et Daisy lui prit la main avec inquiétude. « Que vous est-il arrivé, Vera chérie ?» demanda Fergus lorsqu'elle sembla en mesure de parler. Vera eut quelques difficultés à remettre ses souvenirs en ordre, mais parvint tout de même à faire un récit cohérent de la manière dont les Warrington l'avaient agressée. « J'ai même croisé Maugré, » conclut-elle en essayant de sourire. « Mais je n'ai pas eu la force de lui parler. »« Nous n'aurions jamais dû te laisser toute seule, » murmura Daisy. « Viens, allons jeter un coup d'œil à tes blessures. » Aidée par son mari et sa fille, avec d'infinies précautions, Vera parvint à se relever et à faire les quelques pas qui la séparaient de leur salle de bain. La pièce était presque aussi grande que leur chambre, et il était difficile de la distinguer d'un jardin botanique. L'immense baignoire en pierre occupait le fond de la pièce, couverte de lierre et de fleurs oranges. Les murs et le plafond étaient recouverts de plantes grimpantes dont les immenses feuilles ondulaient gracieusement. Et d'autres plantes étonnantes se disputaient l'espace, immenses mais néanmoins insuffisants pour tout ce que les Goyle y avaient entreposé, comme d'habitude. Pendant leur absence, près de la baignoire, une vitre avait été brisée par un arbre venu du jardin, dont le tronc était entré dans la pièce, comme s'il avait voulu voir ce qu'il s'y passait. « Les Ravluc sont en pleine forme ces temps-ci, » constata Fergus avec joie. « Il faudra tout de même réparer la vitre. » Fergus haussa les épaules, comme si le tronc d'arbre qui traversait la pièce et les quelques Ravluc qui en avaient profité pour s'y introduire étaient des éléments tout à fait banals dans une salle de bain. « Un jour, peut-être, oui. » Des libellules violettes exploraient l'ensemble, tandis que quelques plantes carnivores faisaient claquer leurs mâchoires pour les attraper. Fergus s'approcha d'une immense feuille horizontale qui l'effleura du bout du doigt. Aussitôt, celle-ci se replia légèrement sur elle-même, formant un grand récipient qui se remplit d'eau claire par le fond. Daisy fit asseoir sa mère sur un tabouret de bois, juste à côté d'une plante aux longues feuilles roses qui ondulait à la manière d'une anémone. « Carla nous a volé des feuilles de baume-vigne ?» s'inquiéta Daisy en découvrant des tiges sectionnées. « Non, j'en ai envoyé une bonne quantité à Sainte-Mangouste. De façon anonyme, bien sûr, » ajouta Vera en voyant le regard inquiet de Daisy. « Avec toutes les agressions provoquées par les mange-morts, ils en ont plus besoin que nous. » Daisy acquiesça, et Vera offrit ses mains égratignées aux longues feuilles roses du baume-vigne. Les feuilles s'y agrippèrent comme des petites ventouses, puis glissèrent le long de sa peau, avec un bruit de succion. Elles passèrent sur toute la surface de ses paumes, puis sur le dos de ses mains, effaçant sur leur passage toutes les entailles et laissant derrière elles une peau lisse, propre et intègre. « Je déteste ça, » grimaça Vera. « J'ai l'impression qu'on me suce le sang. »« Pas le choix, » répondit fermement Daisy. « Papa, fais-le aussi, ta joue est griffée. Imaginez que Carla voit une seule de vos égratignures le soir où un attentat a été déjoué. Cela confirmerait tous ses soupçons. » Au moment où il prononçait ces mots, les 3 Goyle entendirent un cliquetis métallique, puis des pas excédés dans l'escalier. « C'est elle !» souffla Daisy, affolée. « Maman, reste ici, on s'en occupe. » Vera acquiesça et émit un sifflement discret en direction de la chambre. En l'entendant, les chuchouris qui se trouvaient sur l'herbe mauve
abandonnèrent leurs morceaux de fromage pour se dissimuler sous le lit. Puis Vera retira son uniforme de policière et le donna en pâture aux plantes carnivores les plus proches, qui s'empressèrent de le déchiqueter. De son côté, Daisy se leva d'un bond et marcha droit vers la chambre, suivie par Fergus qui ferma soigneusement la porte de la salle de bain derrière lui. Faisons semblant de discuter, proposa Daisy à voix basse. Eh bien, poursuivit-elle tout haut, décidément, les Ravluks sont déchaînés ces temps-ci. La porte s'ouvrit à la volée, et Daisy et Fergus se retournèrent avec toute la désinvolture dont ils étaient capables. Carla venait de surgir dans la pièce, furieuse. Elle était encore en chemise de nuit, et une marque d'oreiller barrait sa joue bien visible. « C'est vous !» éructa Carla hors d'elle. « C'est vous qui avez fait ça !»« Oh !» s'exclama Fergus sur un ton enjoué. « Bien le bonjour, ma chère Carla, et quel bon vent t'amène !»« Vous m'avez empoisonné !» s'écria Carla. « Vous avez empoisonné Edgar, votre propre fils !»« Quelle drôle d'idée !» commenta Fergus avec bonhomie. « Pourquoi donc aurions-nous fait une chose pareille ?» Malgré l'animosité flagrante de Carla, la voix de Fergus ne perdait jamais rien de son amabilité, ce qui avait le pouvoir de rendre sa belle-fille folle de rage. « À chaque attaque de mange-mort, il se passe quelque chose d'étrange, » murmura Carla pour elle-même. « La première fois, j'ai été clouée au lit par une maladie inconnue. La deuxième, mon pied s'est coincé dans un piège pour ronflac. »« C'est un vrai fourre-tout, en bas, » compatit Fergus. « Puis, il y a eu ces maudits Ravluks qui m'ont empêché de sortir de ma chambre. »« Oh, ces petits chérubins sont incorrigibles !» soupira Fergus. Daisy se retint de sourire en pensant à ce jour-là et au hurlement qu'avait poussé Carla lorsque les Ravluks avaient encerclé sa porte ainsi que l'ensemble de ses fenêtres. « Et voilà qu'aujourd'hui je me réveille à 4 heures de l'après-midi » acheva Carla d'une voix suraiguë. « Vous ne pouvez pas me faire croire que tout ceci est dû au hasard. C'est vous qui faites ça. Depuis le début, vous avez saboté toutes ces attaques, à mon insu. » « Des attaques ?» s'étonna Daisy. « Mais comment veux-tu que nous sachions ce que les mange-morts complotent ? Et comment veux-tu que nous soyons responsables de ta grasse matinée, alors que tu nous as enfermés depuis des semaines dans cette partie de la maison ?» Le regard de Carla balayait la pièce à toute vitesse, à la recherche de preuves. « Oui, Vera !» siffla-t-elle de plus en plus furieuse. « Elle prend un bain ?» répondit Daisy du tac au tac. « Oui, qui m'appelle ?» demanda Vera depuis la salle de bain, en faisant clapoter du bout des doigts l'eau de la baignoire. « Bien sûr !» grommela Carla. « Et pourquoi êtes-vous aussi sale ? Pourquoi Fergus est-il blessé ?»« Oh, nous faisions du jardinage dans la salle de bain, » chantonna Fergus. « Figure-toi qu'un arbre a eu la bonne idée de traverser le mur. »« Pourquoi il y a du fromage sur la moquette ?» insista Carla. « C'est là que j'aime prendre mes encas, » expliqua joyeusement Fergus. Carla émit alors une sorte de grognement. « Vous ne perdez rien pour attendre, » marmonna-t-elle. « J'ignore comment vous vous y prenez, mais je suis certaine que vous vous échappez de temps en temps, et je suis encore plus certaine que vous êtes responsable de toute cette mascarade. Alors tant pis si Edgar vous protège encore, tant pis s'il s'oppose à moi, je vous dénoncerai au Seigneur des Ténèbres, et il vous punira enfin. Vous ne pourrez pas vous jouer de moi éternellement. » En entendant ceci, Daisy s'arrêta de sourire. La porte de la chambre se ferma brutalement derrière Carla, bien que personne ne l'ait touchée, et la douce rumeur qui montait du jardin s'évanouit, écrasée par un silence pesant. « Très bien, » gronda Daisy en s'avançant vers Carla. « Fais-le, dans ce cas. Va, et confie tes soupçons à Voldemort. Dis-lui à quel point tu es persuadé que nous sommes derrière tout ça depuis le début. Mais avant, pose-toi une seule question. Si nous sommes désignés coupables, s'il nous élimine tous les trois comme tu l'espères, il sera sans doute en colère, très en colère de découvrir comment tous ces plans machiavéliques ont été mis en déroute par les mêmes personnes, juste sous son nez. Et à ton avis, quel châtiment réservera-t-il à ceux
qui était censé nous surveiller? Que pensera-t-il de toi et d'Edgar quand il apprendra que vous piquiez un petit somme au lieu de nous tenir à l'œil? Carla recula d'un pas, tout en pâlissant dangereusement. Si nous sommes déclarés coupables, alors vous le serez aussi, affirma Daisy. Pense-y avant de mettre en péril toute notre famille. Depuis la salle de bain, Vera entendit Carla marmonner quelque chose de confus et sourit en imaginant sa mine dépitée en réalisant que Daisy avait raison. À plus tard, Carla, minauda Fergus. Ah, j'oubliais, peux-tu donner ce vase à Edgar? J'ai passé la journée d'hier à le sculpter. Merci, ma chère Carla, tu es bien gentille. Les pas de Carla s'éloignèrent piteusement, puis Fergus et Daisy revinrent dans la salle de bain. Heureusement qu'elle est aussi bête que méchante, commenta Daisy. J'aurais dû tripler sa dose de potion de sommeil. Nous aurions eu la paix plus longtemps. Elle n'est pas aussi bête que nous aimerions le croire, tempéra Vera. Même si elle n'a pas encore découvert nos petits passages secrets, et même si elle ignore que ces transplats-blocs sont en réalité hors d'usage, elle n'a pas beaucoup de jugeote, mais elle serait tout de même capable de nous attirer de gros ennuis. Elle ne vous a pas vu rentrer au moins? Non, assura Daisy. J'avais activé le bouton d'invisibilité, et ensuite, après avoir remis Lumi dans les temps, j'ai garé la moto dans la grotte. Ensuite, nous avons emprunté le passage habituel. Alors, nous sommes tranquilles, jusqu'à la prochaine fois, déclara joyeusement Fergus. Il n'y aura pas de prochaine fois, répliqua Daisy. Fergus et Vera se figèrent, attendant que Daisy revienne sur les paroles qu'elle venait de prononcer. Fergus alla même jusqu'à sourire, croyant à une plaisanterie, mais Daisy n'avait jamais été aussi sérieuse. Voyant cela, Vera voulut se lever, mais le regretta aussitôt en sentant une multitude de signaux douloureux contester son geste. Daisy, aïe, Daisy, tu ne peux pas dire ça. Maman, rassieds-toi. Non, regarde-toi. Avec papa, vous avez failli y passer. Encore quelques sauvetages du même genre, et il y aura un drame. Vraiment, ça n'est pas raisonnable de continuer ainsi. Quant à Carla, tu as raison, il ne faut pas la sous-estimer. À chaque fois, nous avons trouvé un moyen de la tromper ou de l'effrayer. Mais pour combien de temps? Un jour ou l'autre, si nous ne faisons rien, elle décidera de se débarrasser de nous, et même Edgar sera incapable de l'en empêcher. Vera passa une main sur ses côtes douloureuses et fit une petite grimace. Daisy avait raison, bien sûr. Tout cela ne pouvait plus durer. À chaque fois, les mange-morts étaient plus ambitieux, plus agressifs, plus nombreux. Au fur et à mesure que les mois passaient, le risque que l'un d'entre eux soit gravement blessé, capturé ou tué était de plus en plus important. Enfin, Carla était de plus en plus suspicieuse et menaçait de passer à l'action. Et pourtant, Vera ne pouvait pas envisager d'abandonner. Le jeu en vaut largement la chandelle, protesta-t-elle. Que vont devenir les Moldus si nous cessons d'assurer leur protection? Je n'ai pas dit qu'il fallait s'arrêter là, rebondit Daisy avec gravité. Au contraire. Fergus et Vera s'entre-regardèrent, reprenant espoir. Je crois que nos opérations ponctuelles sont insuffisantes. C'est vrai, nous avons sauvé beaucoup de gens et blessé beaucoup de mange-morts. Mais ils continuent d'étendre leur emprise sur le pays, de poursuivre leurs opposants, d'assassiner au hasard et de détruire des villages quand bon leur semble. Non, au contraire, je crois qu'il faut voir plus grand. Je crois qu'il est temps de frapper les mange-morts en plein cœur. Vera frissonna d'excitation. Je n'aurais pas dit mieux, ma chérie. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons depuis le début. Dois-je comprendre que tu as, enfin, une idée? Oui, je crois, dit Daisy. Mais... Elle s'interrompit, regardant craintivement sa mère. Oui, l'encouragea Vera. Maman, tu risques de ne pas être d'accord. Vera fronça les sourcils, puis pâlit, en comprenant pourquoi Daisy craignait sa réticence. C'est notre seule solution, insista Daisy. Je ne vois pas comment nous pouvons faire autrement. Maman,
Je t'en supplie, il faut qu'elle nous aide, il faut parler à Sissi. » À l'instant où Daisy prononçait son surnom, Narcissa se prélassait dans l'eau fraîche sous un soleil éclatant. L'elfe prunasse avait pourvu le domaine des Malfoy d'un puissant sortilège de repousse-nuages, faisant du domaine le seul endroit du pays épargné par la brume grise et lourde qui assombrissait les esprits, embuait les fenêtres et brouillait les repères. Maintenir le sortilège sur une aussi longue période, et contre des nuages bien plus coriaces que les petits cumulus habituels, demandait énormément d'énergie à l'elfe qui s'affaiblissait de jour en jour. Mais Lucius ne faisait pas grand cas de la santé de leur elfe de maison, surtout si quelques rayons de soleil pouvaient rendre le sourire à son épouse. Narcissa se trouvait donc aux côtés de Lucius dans le lac qui s'étendait à l'arrière du château. Il s'y baignait depuis des heures, admirant le spectacle des innombrables oiseaux qui venaient trouver refuge dans le seul endroit, réchauffé par le soleil, à des kilomètres à la ronde. Regarde, là-bas, juste devant le saule. Ils étaient immergés dans l'eau fraîche jusqu'à la taille, et le soleil faisait scintiller leur peau. Lucius montrait quelque chose à Narcissa, et elle collait sa tête contre la sienne pour mieux suivre la direction de son regard, tout en prenant bien soin de ne pas regarder la marque des ténèbres qu'il portait sur son bras. Un héron, reconnut Narcissa, qu'il est beau. Le grand oiseau élégant, au port de tête altier, marchait au bord de l'eau. Il se rapprochait de l'immense saule pleureur incliné au-dessus du lac, dont les lianes mélancoliques masquaient le rivage sur une vingtaine de mètres. Ravi, Narcissa se tourna vers Lucius, prit son visage entre ses mains, et ils s'embrassèrent tendrement. Depuis sa longue discussion avec Régulus lors de cette étrange soirée de Noël, l'humeur de Narcissa oscillait sans cesse, passant par des hauts et des bas imprévisibles. Et même si elle n'en avait pas entièrement conscience, cela s'expliquait par les innombrables choses auxquelles elle s'efforçait de ne pas penser. Bien sûr, il y avait le fait qu'elle ne parvenait toujours pas à avoir d'enfant et que malgré sa promesse, Régulus n'y ait toujours pas trouvé de remède ni d'explication. Elle craignait aussi de voir les gens qu'elle aimait tués par la guerre. Et enfin, il y avait tout ce que son oncle Orion avait dit lorsqu'il s'était présenté au manoir pour annoncer le départ définitif de Sirius. Ce dernier point était celui qui effrayait le plus Narcissa. Par conséquent, elle déployait des efforts considérables pour se persuader que cette discussion n'avait jamais eu lieu et s'interdisait formellement d'y repenser, à tel point qu'elle avait pratiquement réussi à bannir de ses pensées tout ce que son oncle avait raconté à Abraxas. Qu'elle était une enfant illégitime, fille d'un sang de bourbe nommé Thomas Everly, un ancien prétendant de sa mère, soi-disant. Même si certaines phrases de l'oncle Orion faisaient de temps à autre irruption dans ses pensées, une immonde bâtarde, avait-il dit, une sale petite sans mêlée. La plupart du temps, Narcissa parvenait à oublier ces accusations insultantes, ainsi que ce Thomas Everly dont il avait parlé. En revanche, elle ressentait une étrange frénésie, causée par le sentiment qu'elle pouvait perdre Lucius à tout moment et qui exacerbait l'affection qu'elle ressentait pour lui. Elle agissait donc comme si un danger imminent menaçait de les séparer. Elle avait besoin d'être rassurée en permanence et se suspendait à son cou, à son bras, à toutes les heures du jour et de la nuit, comme si chaque minute leur était comptée. Lucius était toujours surpris par cette tendresse pressante et irrésistible, après les mois d'abattement qui avaient suivi la destruction du pensionnat Wimbley. Mais il préférait nettement cet état à l'apathie que Narcissa lui avait opposée pendant des mois, et il n'avait donc pas tenu à connaître plus précisément les raisons de ces effusions de baisers et de caresses. Bien sûr, il arrivait que Narcissa sombre de nouveau dans la mélancolie pendant plusieurs jours, et, plus particulièrement, à l'approche de Noël. Mais cela faisait longtemps que Lucius avait renoncé à y remédier. Et lorsque Narcissa se montrait enjouée et aimante, il se gardait bien de parler de ce qui pouvait l'attrister,
refusant de laisser le moindre souci jeter une ombre sur ces précieux instants. « À quoi penses-tu » Narcissa avait remarqué l'expression songeuse qu'il avait prise en contemplant le reflet du lac dans les grands yeux bleus de son épouse et l'eau claire qui ruisselait dans ses cheveux blonds. « Ah rien, tu es belle. » Lucius prit son visage entre ses mains. Ils s'embrassèrent à nouveau, et lorsque leurs deux corps se touchèrent, Lucius sentit Narcissa frissonner contre lui. « Tu as froid ?»« Un peu. Depuis combien de temps sommes-nous dans l'eau ?»« Je serais incapable de le dire, » sourit Lucius. Le soleil commençait à peine à décliner. Il leur restait plusieurs heures avant qu'ils n'atteignent la nappe de nuages noirs qui obscurcissait l'horizon tout autour du domaine. « Allons nous sécher, » proposa Lucius. « Nous reviendrons nous baigner plus tard. » Ils sortirent de l'eau main dans la main, montèrent un talus et rejoignirent la petite clairière qui se trouvait juste au-dessus du saule pleureur. L'immense serviette qu'ils avaient étalée sur l'herbe était chaude. Ils s'y enrobèrent tous les deux, se frictionnèrent mutuellement, puis s'étendirent côte à côte, désireux de prolonger éternellement leur douce félicité. La tête posée sur la poitrine de Lucius, Narcissa somnolait en soupirant d'aise de temps à autre. Au-dessus de leurs corps enlacés, la voûte des arbres, poinçonnée par les rayons du soleil, se balançait paresseusement dans la brise du mois de juillet qui commençait. Les gouttes d'eau s'évaporaient sur leur peau, et leurs deux chevelures séchaient doucement, retrouvant peu à peu toute l'intensité de leur clarté. Narcissa songeait au beau jour qui les attendait. L'été ne faisait que commencer, et grâce à Prunas, il durerait longtemps. Et puis, après cet été, d'autres suivraient. Narcissa venait d'avoir 24 ans, et Lucius en avait 25. Ils avaient la vie devant eux, une vie qui s'annonçait paisible et ensoleillée, dénuée de tout problème. « Maître Lucius! Maître Lucius !» La voix nasonnante de l'elfe Prunas brisa en 1000 morceaux la félicité dans laquelle flottaient Lucius et Narcissa. Ils relevèrent la tête, s'extirpant à regret de leur délicieuse torpeur. « Eh bien, qu'y a-t-il » demanda Lucius agacé. L'elfe surgit des buissons hors d'haleine. Depuis que Lucius exigeait de lui qu'il étende le sortilège de repousse-nuages sur l'intégralité du domaine, l'elfe paraissait de plus en plus vieilli. Sa peau verte était de plus en plus fripée et son nez aplati comme un bec de canard avait tendance à s'affaisser de jour en jour. « Alors, parle » le pressa Lucius sans laisser le vieil elfe reprendre son souffle. « C'est que votre père vous demande, maître. » « Qu'il attende » répondit Lucius avec un geste de la main. « Mais maître, c'est urgent !» Les petits yeux noirs et perçants de Prunas glissaient sans arrêt vers Narcissa comme si sa présence le dérangeait. « Tout ce que tu as à me dire peut être entendu par Narcissa, » dit sèchement Lucius, qui avait lu dans les pensées de l'elfe. « Mais maître, votre père ne voudrait pas. » « Dans ce cas, je le verrai à l'heure du dîner. » Prunas poussa un long gémissement suppliant. Si Lucius refusait d'obéir, il en subirait lui aussi les conséquences. « Maître !» insista Prunas. « C'est au sujet de... Vous savez, c'était aujourd'hui. » « Je le sais bien. Y a-t-il du nouveau ? Ont-ils réussi à détruire le bâtiment ?»« Oh, oui, Prunas a cru entendre que le bâtiment avait été endommagé. » « Dans ce cas, je ne vois pas ce qui peut poser problème à mon père. Nous en parlerons demain, quand le Seigneur des Ténèbres sera présent. D'ici là, qu'il me laisse en paix. » Et il se rallongea à côté de Narcissa, en caressant ses cheveux blonds pour se faire pardonner cette fâcheuse interruption. « Mais, maître, ils ont recommencé. Je veux dire, l'endroit était vide, maître. Il n'y a eu aucune victime. Ceux qui étaient censés capturer les traîtres se sont fait prendre. Les mange-morts sont revenus, et ils vous attendent. Beaucoup d'entre eux sont blessés. » Cette fois-ci, Lucius se figea. Ses traits se firent plus durs, plus froids.